Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. On considère que le jeu vidéo devient aussi une addiction, souvent parce que c'est un pis-aller d'une capacité de sortir de chez soi et d'avoir une socialisation, des rencontres qui soient suffisamment sereines. Et finalement, on est quand même chez un public de jeunes garçons, souvent, qui sont très en difficulté avec cette question de l'altérité, de l'intégration dans un groupe, d'une sortie de chez soi. Et finalement, le jeu vidéo permet de se cantonner à un usage qui est plus confortable parce qu'il est évitant par rapport à cette dynamique de socialisation. L'addiction aux jeux, qu'il s'agisse des jeux de hasard ou des jeux vidéo, touche à une dimension profondément ancrée dans la psyché humaine. Celle du désir de maîtrise de l'incertitude, de la quête d'une forme d'euphorie face à l'inconnu ou parfois d'une évasion face à la réalité. Dans le cas des jeux de hasard, l'addiction est liée à l'activation du circuit de la récompense. Lorsque l'on mise de l'argent dans un jeu, l'anticipation de la récompense, même si elle est improbable, est souvent plus forte que la récompense elle-même. Le système de récompense aléatoire renforce l'idée que la prochaine tentative pourrait être la bonne, ce qui incite à rejouer parfois jusqu'à l'épuisement psychologique et financier. Les jeux vidéo, en revanche, utilisent des leviers différents mais tout aussi puissants. Ici, l'addiction repose sur une gratification progressive, une montée en puissance où chaque petite victoire, chaque niveau passé, chaque objectif atteint entraîne une libération de dopamine. Les jeux vidéo exploitent notre besoin de progression et de maîtrise et mettent en place des systèmes complexes de récompense qui nous incitent à investir toujours plus de temps et d'efforts. Contrairement aux jeux de hasard où le résultat est souvent hors de contrôle, les jeux vidéo donnent l'illusion d'un contrôle total. Dans les deux cas, l'individu est pris dans un cercle où l'instant présent, celui de la mise ou de l'action, prend toute la place au détriment d'une projection vers l'avenir. Le joueur est aspiré dans une temporalité où l'urgence de la récompense immédiate l'emporte sur toute considération rationnelle. Pour comprendre cette forme d'emprise moderne, qui peut se dissimuler derrière l'innocence d'un écran ou l'euphorie d'un pari, qui ne connaît ni âge ni frontières, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un expert reconnu, un homme dont le travail au cœur des problématiques de santé mentale en fait une voix incontournable sur le sujet. Le docteur Bruno Rocher, psychiatre au CHU de Nantes, spécialiste des addictions comportementales, il est de ceux qui savent décrypter les mécanismes subtils et parfois destructeurs qui peuvent transformer un simple loisir en une véritable prison. Dans un monde où le jeu est partout, des casinos en ligne à portée de clic, des jeux vidéo en accès illimité, il devient urgent de comprendre les ressorts de cette dépendance, d'apprendre à la reconnaître et à la traiter. Docteur Rocher, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir de vous avoir avec nous en visio, parce que j'imagine que vous avez du travail, du pain sur la planche et qu'il y a pas mal de monde qui attend vos soins. Enfin, j'ai l'impression que c'est une addiction grandissante, l'addiction au jeu en général. Eh bien, oui, je pense qu'on va pouvoir dire ça, effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et l'idée de pouvoir partager ces échanges et de donner à entendre, à voir et entendre, en tout cas à entendre la voix de médecins, de psychiatres ou de spécialistes qui sont engagés dans ces thématiques autour du jeu d'argent et du jeu vidéo. Parce qu'effectivement, pour moi, sur Nantes, j'ai commencé à travailler dans le service en 2008, donc ça fait un petit peu de recul et d'activité autour de ces thématiques-là, et en ayant pris surtout une place dans un service d'addictologie qui se consacre sur les travaux de Monsieur Vénis, qui a été le fondateur du service, depuis la fin des années 90, du coup à ces questions d'addiction comportementale, que sont le jeux vidéo, la question de l'addiction aux jeux vidéo, du surutilisation de jeux vidéo, des jeux d'argent, mais aussi des addictions sexuelles, aussi les questions de workaholisme par exemple, ou de gens qui sont dans le boursicotage en ligne, ou d'addicts à la pornographie et les questions d'addiction alimentaire, effectivement. Donc on est avec l'idée de proposer des éclairages et des soins autour de toutes ces addictions comportementales qui malheureusement sont assez mal connues au niveau de l'échelon français mais aussi international, et qui souffrent surtout d'un déficit, ce que vous disiez tout à l'heure, de structure, d'espace de soins, de recours et d'accompagnement, qui fait qu'il y a du travail effectivement à réaliser autour de ces différentes thématiques-là.
Très bien. Et justement, avant de venir justement au cas particulier de ce qu'on sait, du thème que l'on s'est fixé, donc le jeu dans sa généralité, même si je sais que vous êtes particulièrement active dans la thématique du jeu vidéo, j'aime bien poser cette question. Comment définiriez-vous l'addiction dans sa globalité ? Alors ça, c'est bien une question extrêmement difficile et pour laquelle je pense avoir des points de repère personnels, pas forcément la facilité de l'expliquer à tout le monde, parce que je trouve que la question de la dénomination, la question de la structuration des connaissances amène justement à des fois des confusions et voire des oppositions qui peuvent servir aussi de maturation et de réflexion, mais c'est pas forcément évident. En tout cas, moi, avec le recul que je peux avoir et ce qui a guidé effectivement ma pratique et les réflexions et les organisations de soins que j'ai plus menées effectivement autour du jeu vidéo que du jeu d'argent, parce que je m'occupe plus de cette thématique dans le service et j'ai des collègues brillants qui s'occupent des questions d'argent un peu plus que moi. L'idée, c'est quand même d'avoir une capacité de repérer, de reconnaître, ce que vous avez dit aussi en introduction, avoir suffisamment de connaissances et de reconnaissance et de perception de la pratique pour savoir ce qui va être perdu de contrôle, qui va générer de la souffrance, qui va être quelque chose dont le patient n'aura plus la capacité de s'abstenir d'une certaine manière, pour revenir à une très vieille et ancienne définition du côté de l'alcool, versus soit un élément passager, soit un élément purement contextuel et sociétal qui fait que oui, effectivement, dans les années 2020, on joue plus aux jeux d'argent en ligne qu'avant. Bah, c'est une gageure de dire ça, puisque effectivement, les questions de paris en ligne, qui sont actuellement les questions de jeux d'argent les plus importants, n'existaient pas il y a serait-ce que 20 ans. Donc on est dans ces changements de pratique qui doivent être accompagnés d'une certaine manière au quotidien, et on passe notre temps à surfer justement sur ces évolutions. Mais voilà, avant de rentrer dans ces détails-là, pour moi, la question de la définition des addictions dépend essentiellement de la question du repérage d'une souffrance, et du coup, d'ouvrir, parce que ça a été diagnostiqué, ça a été repéré par des professionnels, médecins, non-médecins, psychologues et autres, une ouverture d'un accompagnement qui devient légitime dans le cursus de soins, éventuellement financé par les instances nationales, ça c'est aussi d'autres éléments, mais qui a une légitimité à être accompagné parce que ça génère de la souffrance et qu'on pense que l'individu a perdu la maîtrise et le libre arbitre autour de cette thématique-là. Et à ce titre de souffrance, on ouvre des espaces de soins multiples, parce qu'il y a plein de manières possibles d'organiser, de comprendre les choses, et on essaie de préciser les critères. Mais les critères n'ont finalement que de vertu et d'objectif que de permettre de reconnaître les choses et de structurer une offre de soins finalement autour de cette souffrance-là. D'accord. Et par rapport à justement l'addiction à un produit ou quelque part l'effet et puis la souffrance physique par rapport au produit, la différence avec les addictions comportementales, est-ce que déjà elles sont difficilement reconnues comme des addictions ? Déjà l'anorexie ou la boulimie, je sais que c'est récent. Et l'addiction au jeu, est-ce qu'on considère vraiment que c'est une addiction ? Et par exemple, vous parliez d'addiction passagère. Est-ce que c'est peut-être des addictions qui vont être peut-être sur des périodes et qui, un jour, peut-être ces personnes pourront manger normalement ou jouer normalement par rapport au fait un alcoolique qui ne pourra jamais boire normalement? Je dirais pas jamais. C'est bien la question. C'est-à-dire que personnellement, j'anticipe directement qu'on est quand même sur des questions de gradient et de continuum. C'est-à-dire que par définition, l'addiction, c'est une perte de contrôle, et comme vous l'avez dit en introduction, parce qu'il y a des mécanismes neurobiologiques qui se sont modifiés dans le cerveau, et le circuit de la récompense, etc., etc. Mais on n'est pas quand même non plus dans une situation de fatalité absolue, parce que finalement, on a tous connu dans nos pratiques ou dans nos entourages des gens qui avaient clairement une addiction évidente à l'alcool, avec des surconsommations, avec des effets dévastateurs. C'est la question des conséquences qui posent problème, et des douleurs et des dommages qui sont conduits, mais qui ont ça pendant des années et des années. Et puis on ne sait pas trop comment, parce que des fois c'est un accompagnement médical ou médicamenteux ou une intervention spécifique qui génère quelque chose, mais des fois c'est aussi un événement de vie plutôt banal, et on voit une évolution très positive de la situation. Du coup, la question du jamais pour moi ne peut pas exister, parce que je pense qu'il y a toujours une notion de liberté ou de récupération qui peut s'engager. Après, elle se réengage dans la question de la liberté de choix et d'utilisation ou non du produit. Une fois qu'on a abîmé son cerveau, je vais dire, à coup d'alcool d'une manière désastreuse, effectivement, les neurones repoussent. Maintenant, on le sait. Pendant longtemps, on a dit que ça ne repoussait pas, mais pas forcément au point de récupérer autant de situations. Une patiente anorexique très chronique, très ancienne, très abîmée, qui s'est abîmé fortement les os parce que son état de dénutrition, son état hormonal a détruit ses os, elle va récupérer quand elle s'arrête, mais jamais complètement. Mais il y a toujours des phases de récupération qui sont possibles. Et puis, une des grandes
évolutions quand même de la discipline de addictologie sur les dernières années, c'est aussi de viser plus facilement des questions de consommation maîtrisée, dont on parle du côté de l'alcool par exemple, qui sont des projets de soins qui ont voix au chapitre, qui n'avaient pas voix au chapitre en fait il y a 20 ans, où on était dans l'abstinence ou le non-soin. Et là, pour le coup, on sait très bien qu'on a des projets qui peuvent être aussi un peu plus dans l'entre-deux du côté des addictions avec les produits. Je rappelle que c'est aussi une des différences fondamentales entre l'addiction aux produits qui sont certes des plaisirs humains potentiels d'avoir de l'utilisation de substances psychoactives, mais globalement la vie peut avancer sans. Pour la question de l'addiction sexuelle, pour la question de l'addiction alimentaire, pour la question de l'addiction au jeu, parce qu'on considère que le jeu, notamment dans les jeunes années, mais aussi après, fait partie aussi de l'évolution normale d'un individu, on ne peut pas se mettre complètement à distance de ces pratiques-là. C'est aussi ce qui rend la gestion de ces comportements peut-être plus centrée sur un équilibre d'une capacité de retrouver du contrôle que d'une mise en exclusion totale et définitive. Oui, je comprends ça pour le sexe et pour la nourriture, un peu moins pour le jeu, parce que pour avoir été joueuse, je crois que c'est ma première addiction en fait. Donc j'ai joué au casino très tôt. J'avais la chance de pas avoir d'argent, mais j'ai perdu tout l'argent que j'avais pas. Par rapport à d'autres amis à moi qui jouaient exactement, ils savaient ce qu'ils allaient jouer, ils ressortaient du casino en n'ayant jamais retiré davantage. Soit je gagnais, je ne savais pas m'arrêter, soit je perdais et je pensais que j'allais me refaire. Ça a été vraiment une souffrance pour moi à un moment donné. Puis j'ai eu la chance, c'est pour ça que je pense aussi que c'est pas la même chose que les produits, parce que par exemple pour moi qui ai aussi eu cette addiction à l'alcool et à la cocaïne, je ne peux pas boire ni prendre de la cocaïne. En revanche, aujourd'hui, je peux jouer, mais je joue plus. Disons qu'en tout cas, je suis pas confrontée au jeu, vous voyez, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est plus facile quand même. Le jeu est un peu plus flex, comme vous dites, et il est plus à distance, et il est moins constitutif de la vie humaine. Moi, je réfléchis parce que je fais beaucoup de prise en charge de troubles des conduites alimentaires, où la question alimentaire, on ne peut pas passer à côté. Elle fait partie du quotidien, et la question de la dérégulation de la prise alimentaire, qui est quand même un des symptômes phares des conduites boulimiques, pour être un peu plus précis, fait partie effectivement de ce que l'on doit apporter pour les patients en termes de régulation. Après, ce que je dis là en parlant de projets de consommation contrôlée finalement plus que d'un projet d'abstinence ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessité peut-être de passer par une phase de quelques semaines à quelques mois, voire à quelques années d'abstinence complète pour un réengagement de conduite un peu plus maîtrisé dans les années ultérieures. Ça, justement, c'est bien l'idée d'avoir un recours à un espace d'un addictologue ou d'un médecin qui connaît un peu ces questions-là pour avoir cet ajustement de quel va être le projet thérapeutique que l'on va mener ensemble. D'accord. J'ai l'impression que c'est quand même plus pour les comportements, enfin les addictions comportementales que pour celles à des produits qui parfois sont carrément radicales. Hein. On peut plus toucher tel produit. Les comportements, en effet, peut-être qu'on peut réapprendre par des thérapies cognitives et comportementales à réguler ces comportements. Mais on va aller plutôt quand même dans le thème qui est le jeu. Est-ce que les causes des addictions au jeu, dans la globalité, après vous allez me dire si on peut pas du tout les mettre ensemble, le jeu de hasard et les jeux vidéo, mais est-ce que les causes peuvent être les mêmes que pour les produits où on voit beaucoup de gens qui ont été abusés, violés, voilà, énormément de traumas? Est-ce qu'il y a aussi des traumas ou est-ce que c'est justement une conduite qui au début est normale et qui dérape? Non, je pense qu'elle dérape parce qu'il y a des traumas sous-jacents. En tout cas, je pense qu'elle dérape parce qu'il y a des zones de fragilité sous-jacentes. Alors, je reprends ce que je disais dans la première réponse, probablement, qui était la question du diagnostic, de savoir effectivement si oui ou non il y a une addiction au jeu d'argent, si on prend par exemple cet exemple-là. Et après, c'est la question du diagnostic et donc des sous-bassements du diagnostic, c'est-à-dire de commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe dans une situation. Et si on prend deux personnes de 30 ans, dont un a été cocaïnomane dès l'âge de 15 ans, a été à la rue, a un parcours multi-traumatisé avec une famille dissoute, etc., qui arrive joueur à 30 ans, on n'est pas la même chose que le jeune homme de bonne famille qui s'est mis au pari sportif depuis 1 an et qui a commencé à avoir effectivement une pratique de jeu dérégulé. Et pourtant, si on fait un score d'addiction pure, d'une certaine manière, on pourrait tout à fait cocher exactement les mêmes cases. Donc la question du contexte, elle est extrêmement importante à vérifier. Et la question du contexte nécessite que l'on ait du coup un éclairage sur les éléments de personnalité, comment la personnalité s'est construite, quel est le parcours de vie du patient, les éléments de comorbidité, puisque bien évidemment on a des comorbidités addictives avec d'autres consommations, d'autres
votre produit que vous avez illustré tout à l'heure, avec des comorbidités psychiatriques, des éléments anxieux, dépressifs, pourquoi pas psychotiques. Enfin, on peut avoir toutes les symptomatologies psychiatriques adjacentes. Les comorbidités dont on parle beaucoup actuellement, qui sont les questions neuropsychologiques, avec des histoires de TDAH, vous savez, de syndrome d'hyperactivité et autres, qui sont pour les adolescents et le jeu vidéo. Des modalités, exactement. Ouais, mais en fait, on les retrouve dans toutes les conduites addictives. Et c'est une zone de fragilité et de risque multiple pour les conduites addictives, enfin, ubiquitaire pour toutes les conduites. Et puis après, c'est ce que vous disiez très spontanément, c'est effectivement tout le parcours trauma qui ne va pas forcément se livrer en première consultation, mais dont on peut avoir quelques repérages et quelques écueils. Et puis, ne serait-ce que la narration que l'individu fait de sa conduite, de oui, au début, je suis allé au casino, c'était fun, j'ai fait ça pendant 6 mois, une fois par mois, franchement, j'y trouvais pas d'intérêt. Puis à un moment, il y a eu soit un big win, soit il s'est passé quelque chose, soit j'étais dans un état émotionnel modifié par un état soit émotionnel positif, soit négatif, une substance qui a collaboré à cet avis. Et là, on rentre dans un cycle de dérégulation qui va constituer la question addictive. Mais donc, le diagnostic veut déjà dire un code diagnostique d'une certaine manière, ou de se repérer d'une maladie prioritaire qui va nous permettre de repérer la situation du patient, mais surtout une compréhension de dans quelle situation cette pathologie évolue d'une certaine manière. Et du coup, au-delà de ces quelques éléments de compréhension des premières consultations. Après, ça dépend du dispositif qu'on a pour le faire, c'est là où ça devient dur. Mais on doit proposer un projet de soins, effectivement, qui va s'appuyer sur tout un tas de démarches qu'on va sûrement détailler après, mais qui fait partie de la démarche. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée de, oui, un diagnostic, mais pourquoi faire ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dessous et qu'est-ce qu'on va avoir capacité, soit à l'intérieur de telles consultations, soit avec des partenariats, de traiter et d'accompagner. D'accord, mais pour qu'il y ait de diagnostic, il faut que la personne ait eu envie qu'on l'aide et qu'elle se soit rendue compte d'un problème, ou ses proches, comme dans le cas des adolescents. Je prends l'exemple d'amis à moi, vraiment, qui ne savent plus quoi faire pour faire sortir leur enfant de sa chambre et qui finalement perd beaucoup de liens sociaux et s'enferme. Donc vous, pour faire un diagnostic, d'abord, la personne, elle sort d'un déni déjà pour venir vous voir ? Quel est le process ? Alors, en tout cas, le processus de mise en place d'un diagnostic qui nécessite une consultation quand même, effectivement, en tête-à-tête, généralement entre un médecin et un patient. Ouais. Je dis généralement, parce qu'effectivement, comme on est chez les ados, la place des familles doit être à questionner, ça dépend des pratiques de chacun, il y a plein de choses. Mais là, si on parle un peu plus des jeux vidéo, parce qu'on dérive un petit peu vers ça, j'entends, et c'est très bien. Quand moi, j'ai ouvert finalement la consultation spécialisée jeux vidéo sur le service d'Addicto, ça avait déjà été travaillé en amont, on avait l'habitude de gérer des adolescentes avec des troubles alimentaires, donc il s'agissait juste de dupliquer d'une certaine manière tout un tas d'outils qui étaient, ou de pratiques qui étaient déjà présentes. Mais vous avez raison, le plus souvent, on sait très bien qu'on entend parler de la situation, ou quand on les voit en consultation, ça fait des mois, voire des années que la situation s'est dégradée à bas bruit, ou à haut bruit, et avec un refus de soins et d'engagement, ne serait-ce que d'une évaluation qui est extrêmement présent. Et donc le principe, c'est pas que de se dire qu'est-ce qui va se passer dans ce moment de consultation entre le médecin et le patient, c'est justement de penser la globalité du reste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on répond aux parents quand ils appellent effrayés de la situation, dans une situation dramatique d'un enfermement d'un ado qui, en plus dès qu'on le chatouille un peu, dit qu'il a envie de se foutre en l'air, ou d'avoir des conduites de menaces, d'actes auto-agressifs ou de choses comme ça. C'est qu'est-ce qu'on propose comme groupe de parents, justement pour que les parents puissent venir sur un espace qui leur permette déjà de déposer leur souffrance quelque part et d'être entendus, parce que le plus souvent, et malheureusement, ils peuvent avoir des réponses du genre il sera soigné quand il viendra, un peu ce que vous souleviez d'une certaine manière, ou c'est du jeu, c'est pas grave le jeu, vous inquiétez pas, ça fait du bien à la santé, ça va s'arrêter tout seul et ça va passer après l'adolescence, ça fait 3 ans qu'il est enfermé chez lui, qu'il a laissé le lycée, non, ça passera pas tout seul. C'est bien la question d'ouvrir un espace d'accompagnement élargi du patient et de son entourage socio-familial, parce qu'on peut aussi avoir des éducateurs qui viennent dans ces moments-là, etc., qui permettent d'essayer de capter d'une certaine manière la situation pour favoriser le fait qu'à un moment, le jeune homme, le plus souvent, parce que c'est très genré comme pratique, mais ça peut être des jeunes femmes aussi, viennent en consultation pour effectivement exposer sa situation, des fois avec une certaine volonté, des fois pas du tout, il faut se représenter ça aussi, mais au moins on a la situation sous les yeux en tant que médecin et on peut donner des prérogatives. Et après, libre à lui, en fonction de son âge et de sa situation et des préconisations qu'on fait, de venir. Là, je vous disais que j'étais du coup sur un service hospitalier, plutôt dans l'anorexie cet après-midi, une jeune fille qui a un IMC à 11, clairement, elle devrait être
en hospice depuis très longtemps, elle le refuse très nettement. C'est comment on gère, elle n'est pas venue en consultation qui avait été proposée, elle est majeure, voilà. Comment on gère le coup de téléphone qu'on lui passe, le mail qu'on lui passe, quelle terminologie on utilise, quelles sont nos propositions, qu'est-ce qu'on lui garantit comme sécurité d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on oblige aux soins, c'est aussi une dimension qui fait partie de ces moments-là. Et du coup, on est à gérer, même sans voir les patients, j'allais dire, toutes ces préalables-là. Et la consultation jeux vidéo dont je parlais, dont je suis parti tout à l'heure, c'était bien ça. C'est bien d'avoir la représentation de qu'est-ce que l'on peut proposer en dur à un moment, voire en virtuel, parce qu'on a ouvert de plus en plus des consultations en visio, mais qu'est-ce qu'on propose d'une rencontre réelle où on peut aborder quelque chose avec lui, et une fois qu'on se sera vu, qu'est-ce qu'on met en place comme projet ensemble. S'il menace pas sa vie, qu'il veut rien faire, et que son projet c'est de devenir je sais pas, soit guerre-mur professionnel, soit enfermé dans son domicile, mais qu'il n'y a pas de menace directe, on peut tolérer cet enfermement pendant quelques mois. À terme, ça ne pourra pas tenir. Ça, c'est quelque chose qui peut être dit, mais c'est pas parce qu'on est dans une situation dramatique comme ça qu'on va, entre guillemets, sauter dessus directement en sortant la grosse artillerie d'une hospitalisation. Tu vas arrêter le jeu, c'est le jeu qui te rend malade. Non, pas du tout. On est sur une illustration de qu'est-ce qui l'amène à être en souffrance, et cette illustration doit nous permettre de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais avant d'aller derrière, des fois, il faut lever un peu la couche d'addiction, du coup, la couche de comportement qui cache la misère ou qui cache les souffrances. Voilà. Bien sûr, donc vous conseillez quand même à des parents dont l'enfant est enfermé depuis plus que 3 mois, en tout cas d'essayer de l'emmener en consultation ou eux-mêmes de venir vous voir. Et est-ce qu'il y a vraiment une tranche d'âge qui est vraiment ciblée? J'ai l'impression que c'est la vulnérabilité de l'adolescent, de la peur de l'avenir, ou alors de la peur d'aller vers l'autre, et finalement un certain confort à rester chez soi enfermé. Il y a vraiment une espèce de sécurité là-dedans. Ouais, alors donc venir me voir ou des collègues, hein, c'est bien l'idée, c'est d'être dans l'idée de consulter à proximité. Il faudra qu'on pense à dire quels sont les mots-clés à taper sur Google pour essayer de repérer l'espace de soins qui est à proximité des patients qui peuvent être recueillis dans tout espace de France. Après, ou accueillis dans tout espace de France. Après, le fait est qu'on accueille bien évidemment ces situations. En fait, je me rends compte que j'ai oublié votre question. Il faut qu'on la refasse. Ah oui, non, c'était pour savoir si justement il y avait des facteurs, non mais même des facteurs de vulnérabilité chez l'enfant. Enfin, j'imagine, quels sont-ils, quoi? Ouais, après les facteurs de vulnérabilité, c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, et c'est toujours les mêmes. D'une certaine manière, dans toutes les addictions, on va retrouver un petit peu les mêmes histoires de famille séparée, mais séparée qui se passe mal, de perte, de deuil d'un être cher, d'un déménagement là aussi qui se passe mal, ou d'un accident, des violences sexuelles dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, toutes ces notions-là, on les a, et puis c'est des histoires de comorbidité à côté. Après, il y a des particularités pour le jeu vidéo, pour le cannabis, pour l'alcool, pour le jeu d'argent, où les centres d'intérêt et d'attrait ne sont pas exactement les mêmes, et on voit bien que c'est pas des étudiants, par exemple, qui choisissent les mêmes cursus de soins. Dans le jeu vidéo, on est essentiellement avec des garçons qui sont très intéressés quand même par les questions technologiques quand ils ont un cursus de soins, de professionnel ou scolaire, pardon. Pour les jeunes patientes, le plus souvent avec des troubles alimentaires, on est très souvent dans le médico-social. Enfin, il y a des comme ça, des espèces de catégorisations qui sont envisageables, mais qui servent pas forcément à repérer les éléments diagnostiques. C'est juste qu'on repère ça. Par contre, les questions d'âge, c'est important de les préciser, c'est-à-dire que pour les joueurs d'argent, je serais bien embêté de vous donner la moyenne d'âge générale, mais on doit être entre 35 et 45, en tout cas en âge général. C'est redescendu un petit peu avec les utilisations de jeux d'argent en ligne, de paris sportifs et tout ça. Pour les joueurs de jeux vidéo, on commence quand même à avoir des situations, on va dire, très addictives. Et là, il faudra qu'on définisse peut-être un peu plus précisément les choses aussi dans les jeunes âges. Mais en début d'adolescence, vers 13, 14, 15 ans, le pic de consultants pour nous et la moyenne d'âge des consultants est à 23 ans. Il faut se représenter qu'on est largement chez le jeune adulte, on n'est plus du côté de l'adolescence, parce que c'est souvent des conduites qui s'initient plutôt en milieu ou fin d'adolescence et qui se dégradent suffisamment fortement pour qu'à un moment vers la vingtaine ou un peu plus, la situation de recourir à un espace de soins devienne assez incontournable. D'accord. Je comprends. La possibilité de pouvoir, on repasse au jeu en ligne, de pouvoir jouer en ligne, j'imagine que ça a totalement fait exploser
les addictions comportementales du jeu de paris, on peut rester des heures à des tables au casino virtuellement. Parfois la honte nous empêche aussi de faire des choses et en fait d'être enfermé chez soi, ça ressemble vraiment à la conso solitaire d'un produit bien à l'abri, quoi. Est-ce que déjà il n'y a pas quelque chose à régler par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez ça normal déjà qu'on puisse jouer de l'argent en ligne, que n'importe qui puisse jouer de l'argent en ligne et qu'il n'y ait pas de prévention là-dessus? Alors, il y a un petit peu de prévention qui est faite. Après, c'est la question de la quantité de prévention et de qui a de la voix et de l'audition ou de l'habilité pour faire cette prévention. Est-ce que ça doit reposer sur des podcasts personnels ou est-ce que ça doit reposer sur des campagnes de communication nationale de la santé publique? C'est une vraie question, bien évidemment. Après, la question que vous soulevez, elle est fondamentale. En tout cas, je reviens un tout petit peu aux jeux vidéo. On considère que le jeu vidéo devient aussi une addiction, est un problème, souvent parce que c'est un pis-aller d'une capacité de sortir de chez soi et d'avoir une socialisation, des rencontres qui soient suffisamment sereines et suffisamment plaisantes. Et finalement, on est quand même chez un public de jeunes garçons, souvent, qui sont très en difficulté avec cette question de l'altérité, de l'intégration dans un groupe réel, d'une sortie de chez soi. Et finalement, le jeu vidéo permet de se cantonner à un usage qui est plus confortable parce qu'il est évitant par rapport à ces dynamiques de socialisation. Et finalement, en contrepoint, ce que vous évoquez, le fait qu'on soit dans le pari en ligne, par exemple, ou le casino en ligne, ou les paris sportifs en ligne, avec une question d'accessibilité, parce que c'est bien cette nécessité-là aussi qui se questionne, ou cet objet-là, c'est l'accessibilité aux produits et à la consommation. Avant, le jeu, c'était soit, on va dire, quelques tickets à gratter, mais qui prenaient effectivement de la place dans les bureaux de tabac. Il fallait au moins se déplacer au bureau de tabac, ou aller au casino, il y en a quand même pas partout, ou aller sur un terrain hippique et d'aller parier au turf de ce côté-là ou dans un bar. Le fait d'avoir un smartphone ou un ordinateur à la maison et une capacité de parier en permanence fait que l'objet addictif devient permanent. C'est-à-dire qu'on est aussi... on sait très bien que les consommations de cannabis, de cocaïne et autres sont temporisées par le passage chez le dealer et la capacité de se fournir d'une manière ou d'une autre. Il y a un peu d'effort à faire, même si on sait qu'on peut se faire livrer aussi chez soi avec des systèmes de cet ordre-là. Mais c'est bien la question de l'utilisation de l'objet qui se questionne comme ça. Et le téléphone est venu... ou l'ordinateur domestique, est venu complètement effracter cette mise à disposition d'une pratique qui vient, satisfaire les besoins, étancher les angoisses et les apaiser, trouver une activité permanente qui évite à la fois de penser à des choses négatives ou qui vient satisfaire, parce qu'il y a une phase de plaisir, bien évidemment, qui reste souvent présente, en tout cas un certain temps, à des plaisirs pour les pratiquants. Non, mais tous ces sites, ou même que ce soit les réseaux sociaux ou les contenus, en tout cas, tout ce qui est virtuel, est conçu en captologie pour que l'utilisateur n'ait pas le loisir de pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire que c'est simple et vous parliez justement de ce moment du passage chez le dealer. Il y a un espace entre le stimulus et la réponse, je le sais bien, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va me donner envie de consommer. Entre ce moment-là et le moment où je vais acheter la substance, j'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi. Plus on travaille sur cet espace-là, j'imagine, plus on s'éloigne de la conso, parce que finalement, c'est là que réside la liberté. C'est dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Mais là, avec le téléphone, il n'y a plus d'espace. Non, c'est bien l'idée de réussir à trouver des petits trucs qui redonnent un peu d'espace. Enfin, moi, je cite souvent dans des cours, des enseignements, des discussions, c'est que là, je vais pas manipuler mon téléphone parce que non seulement vous le verrez pas, et en plus, ça fera du crash sur la bande, mais le fait de mettre un cache sur son téléphone, un clapet qui effectivement cache les notifications, de le mettre plus ou moins en silencieux, de dégommer les notifications qui sont autrement hyper et tout le temps stimulantes, est une manière de se donner de la liberté, de l'espace que vous étiez en train de citer. Oui. C'est des petits trucs par rapport à tout ce qui se passe, mais on rentre en fait dans l'enjeu de quelle régulation sociétale on a par rapport à ces conduites-là. C'est-à-dire que le cannabis, la cocaïne, l'héroïne et tout ça, on est dans l'illégal. Donc, logiquement, on n'est pas censé avoir de prise par rapport à ces éléments-là. L'alcool, le tabac, les pouvoirs publics, le système de santé publique a des messages à donner, des limitations des lieux de vente, par exemple. C'est des choses qui sont assez évidentes. Le législateur a ça à donner et l'industriel qui fournit a aussi ces éléments à donner. Là, on voit bien que sur les questions
de jeux vidéo, on va dire, même de téléphone au sens large. Voilà, c'est là où des fois la question de l'addiction dans ces pratiques-là n'est pas forcément évidente, et on va sûrement y revenir après, mais le législateur est en train de mettre des choses en place suite aux préconisations du rapport qui a été fait là sur les écrans et les enfants. Il y a des questions d'âge limite qui ont été données, il y a tout un tas en fait de débats publics d'une certaine manière qui vient commencer à poser des actes avec 10 ans de retard, mais en même temps 10 ans c'est rien à la vue d'une loi et à l'évolution de ces choses-là qui ont été évoluées. Donc les pouvoirs publics ont des messages à donner et globalement ils sont en train de se saisir de la question. Est-ce que ce sera suffisant? Je pense qu'il faut rester critique et probablement réclamer plus au fur et à mesure. J'entendais, c'est un hasard mais ça tombe très bien, ce matin la chargée de communication de Meta, donc de Facebook, donc d'Instagram, qui disait qu'ils avaient ouvert un compte jeune finalement chez Instagram, de manière à ce que ce soit des utilisations qui soient beaucoup plus verrouillées par le contrôle parental, beaucoup plus limitées en termes de durée d'utilisation, etc. Alors est-ce que c'est du je sais pas, jeune ou screenwashing qu'on pourrait imaginer? Probablement que oui. On sait très bien que c'est le jeu des industriels d'être dans cette question d'image, de se prémunir d'eux, mais ils sont contraints par les difficultés qui ont pu être nommées et par les pouvoirs publics à amener à des changements. Les paris sportifs ont été obligés d'avoir des changements sur les dernières années, les casinos aussi, etc., etc. Donc après, on est dans des jeux d'équilibre qui sont en train de se mettre en place pour à la fois mieux réguler et pas trop entraver les libertés individuelles, parce que finalement, de l'autre côté de la balance, c'est ça qui se retrouve, et il faut trouver une manière de faire et de vivre ensemble qui soit correcte pour ces différents acteurs-là. Très bien. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous proposez justement pour s'en sortir, hein, en fait? Quel est le... Je sais que c'est au cas par cas, qu'il y a un diagnostic qui doit être posé, mais bon, quels sont les moyens que vous possédez pour aider ces gens? Alors, les moyens vont être un peu variables, effectivement, en fonction des cas par cas, mais surtout en fonction des thématiques. Il y a pour prendre les jeux d'argent, très clairement, la question de la connaissance et de la reconnaissance de la situation, elle est déjà hyper importante, et de se sentir soutenu en disant, bah oui, il y a au moins un espace où on peut aller causer et faire l'état des lieux des dégâts qu'il y a eu, des 50 000 euros de dette, machin. Enfin voilà, il y a franchement des conséquences dramatiques, interindividuelles aussi, qui sont présentes, d'avoir connexion avec une assistante sociale qui permet de mettre un peu le nez dans les papiers et les dettes qui ont été oublier, organiser un plan de surendettement, organiser un contact avec une association qui gère justement ces surendettements. C'est de votre ressort, ça aussi, de mettre en lien avec des assistants? C'est notre ressort de les mettre en lien et d'avoir une espèce de mappage comme ça, un petit peu général des différents acteurs et des différentes ressources qui peuvent être données. C'est pas mon boulot de psychiatre d'aller faire le plan de surendettement, mais il y a des certificats des fois qui peuvent être faits ou des choses comme ça. Mais par contre, de pouvoir organiser une prise en charge pluridisciplinaire autour d'une situation sévère comme ça, je pense que c'est de notre ressort. Et puis, en plus des consultations où on peut alors là manier toutes les modalités de soins qui peuvent exister en psychothérapie, et on va pas rentrer dans ces détails-là, mais en plus des... Je veux bien quelques détails. On va faire les détails, je reviendrai dessus. En tout cas, il y a de la notion de psychothérapie individuelle, ça c'est incontournable, ça passe forcément par là, et la liberté individuelle veut que le patient puisse donner un peu son avis de la situation et ses représentations. Il y a des histoires de couple à discuter très très souvent dans l'histoire de jeux d'argent, et ça vient prendre une place où c'est quand même assez fréquent d'avoir un double couple, il y en a un qui boit, l'autre qui joue, et finalement c'est lequel qui est le moins grave ou lequel va aider l'autre, etc. Là, il y a des choses qui sont à entendre, des histoires donc de famille, notamment pour des âges un petit peu plus jeunes, mais bon, ça peut aussi se faire à tous les âges, les prises en charge familiales. Donc là, il y a des choses comme ça. Après, si on détaille les prises en charge individuelles, c'était l'idée? Oui. Ouais. Il y a effectivement toutes les prises en charge psychodynamiques qui permettent de comprendre le parcours de vie, le parcours d'évolution d'un individu, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a été capable ou pas de partager avec ses proches, qu'est-ce qui s'inhibe à ressentir ou à dire ou à se représenter de sa situation. Et ça nécessite une mise en lien, le plus souvent avec un psychologue. Des fois, les psychiatres font encore ça, mais c'est de plus en plus rare, voilà. Et du coup, on permet de tisser comme ça une construction d'une image individuelle. Après, il y a des prises en charge cognitivo-comportementales qui sont effectivement très intéressantes, qui décryptent, comme vous disiez tout à l'heure, les séquences de jeu, de qu'est-ce qui va être le stimulus qui va allumer l'envie d'eux, qui m'y fait penser, qui commence à mettre une place en acte, et voilà. L'idée étant de décortiquer le plus précisément possible tous les actes pour voir lequel on peut essayer de bouger pour mettre un grain de sable dans la machine. On est typiquement là-dedans. Ça peut se faire en individuel et ça se fait très bien, et encore plus d'une certaine manière en groupe, et nous on le fait en groupe assez souvent sur le service. En groupe, j'ai l'impression que c'est très efficace. Oui, c'est très très renforçateur. Nous, on fait du groupe depuis très longtemps en fait, sur plein de thématiques, et on considère que c'est vraiment très très intéressant et effectivement efficace. Après,
après, ça peut pas être unique. Il faut qu'il y ait un peu de prise en charge individuelle quand même. Ce que je vous disais après, c'est le couple et la famille. C'est-à-dire que un jeune homme de 25 ans qui s'est mis dans une mouise sans nom en termes de dette, il a perdu son travail, il a perdu sa copine, ses parents qui viennent taper à la porte affolés de la situation, moi j'estime que c'est normal qu'ils puissent être accueillis. Alors après, c'est qui les accueille dans le service, quel intervenant, comment les choses se passent, mais ça paraît très légitime, en tout cas de ma place, moi, de systémicien, d'entendre cette souffrance-là, parce que si on ne l'accueille pas et qu'on ne l'étanche pas, elle va continuer à alimenter une espèce de tension et de revendication qui maintient aussi le patient dans un bain difficile. Et je pense que c'est quelque chose qui est entendable. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Dans la prise en charge individuelle, après, c'est les questions médicamenteuses, où il y a tout tas de possibilités qui sont envisageables. Il y a rien de très établi pour l'instant, mais il y a quelques recherches intéressantes sur des molécules addictologiques que l'on connaît habituellement, qui ont fait leurs preuves dans l'alcool et qui, du coup, pourraient être utilisées pour essayer de limiter ou donner un peu de temps, comme vous disiez tout à l'heure, ou limiter les envies et les impulsions de jeu, ou les gratifications ressenties au jeu. Et je veux dire, si la molécule n'est pas toxique, c'est toujours ça de prix, d'une certaine manière, pour essayer de retrouver un petit peu de liberté. Mais ce n'est pas le fondamental du médicament miracle. Non, mais complètement. Mais c'est essentiel, en tout cas, d'avoir affaire à un psychiatre qui va aussi faire un diagnostic s'il y a un TDAH, en effet, peut-être traité, s'il y a une dépression, s'il y a des troubles anxieux. Voilà, il y a quand même des médicaments qui peuvent aider au démarrage. Complètement. Alors, en tout cas, là, je parlais que des médicaments directement centrés sur le comportement addictif, où on sait qu'il y a quelques médicaments qui peuvent moduler un petit peu ça. C'est établi pour l'alcool. Oui, pour l'alcool, je sais. Voilà. Pour les jeux, c'est en cours de discussion et finalement avec des molécules qui ressemblent. Très bien. Pour les questions que vous citez là, si un TDAH est établi, il y a des médicaments. Alors, c'est pas la voie unique de soin, mais il y a des médicaments qui sont possibles. S'il y a un trouble anxieux majeur, une dépression majeure ou n'importe quel trouble psychiatrique qui peut être accessible à un traitement médicamenteux de comorbidité, bien sûr qu'on rentre dans une prise en charge de cette comorbidité pour apaiser déjà au moins cette situation-là et donner un peu plus de capacité de mobilisation autour de la question jeu, quoi. Mais il faut d'après vous d'abord justement aller voir s'il y a une comorbidité, un problème de santé mentale d'abord à régler peut-être par des médicaments ou je sais pas, enfin est-ce que souvent ça cache quelque chose qui n'a pas été traité? En fait, c'est bien la question des partenariats entre les addictologues et les psychiatres. En fait, ça doit être simultané. Ouais, je pense. La notion de simultané me paraît importante, ou au moins, en tout cas, d'avoir les ressources simultanées et selon le désirata du patient ou l'urgence à traiter, ou à prendre en charge en tout cas, d'abord insister sur le côté dépression, parce que là, vu le niveau de dépression dans lequel vous êtes, on ne pourra pas faire grand-chose au niveau du jeu, ou même s'il y a de la dépression, mais clairement le patient il est d'abord demandeur de gérer son jeu, pourquoi pas offrir cette piste-là, en sachant qu'on a une ressource psychiatrique. Pour nous, c'est plus facile, parce qu'on est addicto et psy, quasiment majorité dans le service, mais je pense qu'effectivement c'est plus simple de faire comme ça, et malheureusement on sait que c'est pas comme ça partout. Je fais Oui, pardon. Non, je voulais juste faire le petit passage pour les jeux, parce que là on faisait les jeux d'argent chez un homme, une femme plutôt d'âge avancé, enfin qui a sa certaine autonomie. Pour les joueurs de jeux vidéo, on est quand même le plus souvent chez des jeunes personnes qui sont encore au domicile familial ou qui sont partis et revenus et qui sont dans cette grande incapacité de gérer leur vie. Les joueurs d'argent, le plus souvent, ils ont quand même accédé au moins à cette autonomie individuelle et sociale qui leur permet d'être en emploi, ou d'avoir perdu des sous, mais d'être en emploi. Pour les joueurs de jeux vidéo, ils ne le sont pas du tout, et puis ils sont dans des rythmes de vie qui sont extrêmement déstructurés, qui sont complètement abîmés, et c'est pour ça qu'on a développé sur les jeux vidéo une offre de soins qui passe largement par un hôpital de jour, du coup. Hôpital de jour veut dire que les patients sont obligés de se lever un peu. Alors, des fois, on commence l'après-midi, puis après, on les fait venir le matin. Mais obligés de venir sur des rythmes de vie où ils se lèvent, ils font un groupe le matin, ils mangent le midi, ils font éventuellement un groupe l'après-midi quand on a déjà place. Enfin, ça dépend. Mais on est dans cette idée de redonner un rythme de vie qui leur permet de se mettre en lien aussi avec d'autres personnes. C'était le cas avec un jeune homme que j'ai vu hier. Où il était vraiment enfermé chez lui depuis 2 ans, à sortir à la pénombre, et vraiment en difficulté. Et pour les collègues, j'étais un psychiatre, certains diront c'est forcément une psychose. Non, parce que finalement, quand on côtoie et quand on discute avec lui et qu'on réussit à le sortir de chez lui, le contact, il est très correct. On n'est pas en tout cas dans un processus évident d'un processus psychotique ou dépressif majeur. Et du coup, l'idée, c'est de restimuler un peu ces rythmes de vie, de participer à des médiations de différents types, et puis de réussir à ouvrir une porte au ressenti de soi, de ses pensées, de ses émotions, de ses envies et de ses partages auprès des soignants ou des autres patients, parce que là, du coup, l'hôpital de jour veut dire que ça se fait en groupe et qu'on profite
autant que possible, j'allais dire à fond, de cette stimulation, de la reconnaissance de je savais pas qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient aussi en difficulté que moi, j'en ai trouvé d'autres, c'est sympa, et il y a quelque chose qui m'engage à faire un peu plus. L'identification est très importante. D'ailleurs, je me demande ce que vous pensez des groupes de parole anonymes qui sont les joueurs anonymes ou les débiteurs anonymes. Alors moi, j'ai pas vu des choses pour les jeux vidéo, mais c'est vrai que comme ça fonctionne quand même bien sur les narcotiques anonymes, les alcooliques anonymes, je sais que les DA, les débiteurs anonymes, justement, mettent aussi en place un système de parrainage pour justement réussir à récupérer sa vie en main, puisque le joueur, en général, n'a aucune notion, parce que ce n'est plus de l'argent qu'on joue, hein, c'est ça le truc aussi. Hein. C'est qu'il va lésiner pour acheter un sandwich, mais pas pour aller jouer 2000 balles, quoi. Alors, je pense qu'entre le premier entretien, on avait commencé à discuter, puis la réalisation de cet entretien-là, ça tombe bien qu'il y ait eu un petit peu de temps, parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer en visio, mais c'est une belle rencontre, des gamers anonymes, du coup d'une association de gamers anonymes qui est une duplication d'un espace type AA, hein, on est sur les mêmes fonctionnements et les mêmes principes. Même programme les mêmes programmes, les mêmes valeurs, les mêmes chartes et tout ça, et qui existe aux États-Unis depuis 10 ans, et moi j'avais pas réussi à avoir l'info parce que je l'avais cherché un certain temps, parce que c'est pour nous des espaces ou des collaborateurs, des ressources qui sont intéressantes. Ça propose une autre vision, une autre capacité d'accompagnement qui est intéressante pour les patients. Et je n'avais pas réussi à les repérer. Et en fait, on a eu vent de l'existence de cet asso, et je leur ai proposé une visio. Je les ai vus il y a un mois. Et c'était extrêmement intéressant. Et je pense qu'on pourra profiter justement de cet engagement associatif qu'ils ont pour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des associations de surendettement, d'être un petit peu à la travée des chemins et au croisement des différents espaces, pour dire, au fait, si vous voulez pas parler à un psychiatre, c'est possible, mais il y a aussi possibilité de contacter sur du milieu associatif des gens qui ont vécu probablement la même chose que vous, en tout cas des choses suffisamment similaires pour que vous ayez des choses à partager. Et oui, ça c'est super. Et est-ce que vous pensez que ça doit passer quand même par une addiction positive, entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme, mais par une activité qui va... est-ce que le but aussi, c'est de trouver quelque chose qui va pouvoir stimuler la dopamine, qui va pouvoir leur procurer du plaisir? Parce qu'il y a un truc que j'ai lu qui m'a beaucoup intéressé, c'était la récompense aléatoire. Apparemment, l'addiction à la récompense aléatoire, c'est-à-dire non seulement il y a une récompense que nous, on connaît dans le produit, mais là, on ne sait pas si elle va arriver ou pas, on ne sait pas le montant, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Qu'est-ce qui fait que la récompense aléatoire multiplie en fait les facteurs d'addiction? C'est chimique? Enfin, je veux dire, c'est le cerveau qui est foutu comme ça. Je sais pas, oui. Enfin, je veux dire, pour moi, tout est chimique. Ça finira forcément dans un bout de neurotransmetteur, toutes ces histoires-là. Après, c'est qu'est-ce qu'il y a avant qui va être à questionner. Moi, j'ai l'impression que le hasard est stimulant en soi, et que ça, c'est une notion vieille comme le monde, et qu'effectivement, un consommateur d'alcool ou de produits, globalement, il sait à peu près à quoi s'attendre, et c'est rassurant. C'est quelque chose qui est plaisant et rassurant, et voilà. Pour les... Mais c'est ça qu'on va chercher dans le produit, c'est le côté rassurant. C'est soudainement quand la vie ne fait plus sens, on va chercher du sens, et ça on connaît. Mais dans l'aléa, justement, c'est ça qui est fou. Dans les aléas, parce que après, j'allais dire, tous les joueurs de jeux vidéo ou les joueurs de poker ou autres vont aussi avoir, ils sont pas univoques, hein, c'est-à-dire que les intérêts ressentis à une conduite qui pourrait sembler identique ne sont pas les mêmes pour chaque individu. Après, le côté aléatoire, moi, me semble en soi stimulant. Et puis c'est stimulant quand il y a une réponse positive, c'est-à-dire vous avez un gain, vous gagnez 5 ou 10 balles ou même 100 ou plus ou des milliers. Il y a un peu de graduation probablement dans l'excitation ressentie, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Et puis même quand vous gagnez pas, au moins vous avez l'attente et l'espoir d'avoir quelque chose. Et ça en soi, c'est déjà un élément qui met sous tension. Alors, c'est l'adrénaline qu'on a peut-être moins dans les substances. Les questions de chimie, vraiment, moi je me méfie beaucoup de ces terminologies-là, parce qu'en soi, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, et quand on sait, c'est dans des bouts de souris, et avant de reproduire ce qui se passe dans un bout de souris à un échelon vraiment humain de tout ce qui se passe, c'est compliqué. Mais c'est rassurant pour nous de se dire qu'effectivement, il y a une dérégulation chimique simple dans le cerveau. Je pense que clairement, il y a une dérégulation. Est-ce qu'elle est aussi simple que ça? Peut-être qu'il faut prendre un peu de recul. Mais il n'empêche que c'est vraiment rassurant. Il y a beaucoup de patients qui
peuvent être apaisés de ça, de savoir que, bah oui, vous êtes addict, si on fait tel ou tel test de neuroimagerie ou tel test biologique, on retrouve des choses qui sont altérées qu'on ne retrouve pas chez le public lambda, bah voilà, au moins ça vient de quelque part et ça peut être un peu déculpabilisant aussi de la situation. Ouais. Du coup, j'ai dévié ma question, mais est-ce que de trouver d'autres activités qui stimulent quelque part un peu, c'est hyper important? J'en sais rien, moi. Le sport, j'imagine, le sport peut apporter de l'aide dans ces addictions-là? Ouais, alors en tout cas, on peut pas le décréter, c'est-à-dire que on va pas décider que ça va être effectivement telle ou telle activité manuelle qui va vous faire du bien et qui remplacera. Je pense que ça doit partir d'un intérêt individuel. L'activité sportive, on a quand même pas mal d'arguments qui laissent à penser que par les mobilisations effectivement chimiques, que le moral qui est mobilisé par ça, l'activité, on va dire de loisir et de plein air et de ressenti corporel là-dedans peut être une d'estime de soi, de faire du bien à son corps alors qu'on l'a maltraité pendant longtemps. Enfin, il y a plein de rationnels qui laissent à penser que les sports sont vecteurs de très bonnes pratiques. C'est pas un hasard si dans nos activités d'hôpital de jour, on fait de la savate, boxe française, on fait de la danse, on fait différentes activités sportives ou physiques, ça dépend des définitions, mais qui ont pour vertu de reconnecter l'individu avec ses ressentis corporels. On fait de la psychomotricité, différentes choses comme ça. D'accord. Je me demandais aussi si la prévention pour les jeux vidéo spécialement et pour les écrans en général, est-ce que le fait que quelqu'un comme vous intervienne dans des collèges, des lycées pour expliquer en fait est-ce que par exemple ça peut causer des troubles du développement cérébral ou est-ce que ça peut déclencher des troubles de l'attention? Est-ce que d'expliquer ça assez tôt à des ados, ça peut un petit peu les arrêter? Je sais plus les âges de vos ados, mais je pense qu'ils sont peu sensibles à ce genre d'argument-là. En tout cas, moi, je me méfie beaucoup des questions de prévention. On le sait sur les troubles alimentaires que c'est très peu porteur de faire de la prévention ciblée en disant attention, surtout maigrissez pas parce que ça peut causer des dégâts. Ça a été essayé, ça a été à chaque fois quelque chose de très compliqué parce que finalement, ça a bien plus vocation à créer des symptômes qu'autre chose. Après, je pense que moi, ce qui me semble important, c'est de revenir à l'équilibre dont on parlait tout à l'heure sur les questions de publicité, parce que on a un peu parlé de ça à un moment quand vous parliez de captologie. Une entreprise, par définition, elle est là pour faire des profits ou développer un produit qui fera des profits après. Voilà. Qu'ils aient envie de faire des produits intéressants qui retiennent leurs clients dans leur giron, j'allais dire, on peut pas leur en vouloir. C'est comme ça qu'est fondée la société moderne. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est comme ça que l'économie actuelle fonctionne. La question, c'est qu'est-ce que l'on met comme contrepoids et comme contre-discours à ça. Et quand on voit toute la force et la puissance des discours publicitaires autour des paris sportifs ciblés sur les jeunes, avec finalement très peu de régulation des lieux d'installation des publicités, etc., comme ça l'était pour la loi Evans sur les publicités pour l'alcool et autres. Enfin, on est dans ces questions-là, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on met en contrepoids d'une appétence de développement d'une entreprise, pourquoi pas, mais qui se joue sur la santé des individus. Bah oui. Comment on peut laisser faire ça, justement, mais même on le voit pour les réseaux sociaux et les grandes firmes, il y a des experts en captologie, j'ai appris ça là, dans un épisode que j'ai fait sur les séries, qui sont là pour essayer de trouver qu'est-ce qui va donner le plus envie aux consommateurs de se gaver et de jamais arrêter. Voilà, il y a des recherches qui sont faites aux États-Unis pour rendre addicts des consommateurs. Donc, comment est-ce que cette chose-là est possible? En même temps, c'est pas votre travail, donc c'est une question. Non, alors moi, pour le coup, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Moi, c'est pas mon travail. Moi, je suis là pour illustrer le fait que oui, c'est une réalité qu'il y a des gens qui se retrouvent en pleine difficulté d'avoir eu trop finalement de surstimulation sur lesquelles ils avaient leur libre arbitre, mais pas tant que ça, parce que comme vous le dites, il y a des recherches qui sont faites et le combat il est pas trop égal dans ces situations-là. Oui. Mais que voilà, nous on est là pour attester qu'il y a des choses qui sont dramatiques. Après, c'est au corps politique finalement de plus entendre la voix un peu à certains moments des médecins qui vont dire il y a des dégâts qui sont faits versus plus entendre la voix de l'industriel qui dit mais moi j'ai besoin de vendre mon produit, de développer mon entreprise, ça fait des rentrées d'argent. On en manque un peu actuellement, il paraît, et ça fait des rentrées d'emploi et de développement industriel, etc., ou économique en tout cas. Donc après, c'est des questions de choix de société. Moi, je sais ce que je pense individuellement, mais c'est pas mon rôle de trancher entre l'un et l'autre. Mais
Enfin, la captologie, c'est un terme intéressant et une science en tout cas, une discipline qui s'enseigne et dont on entend parler plus aux États-Unis et voilà, mais il y en a en France. Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire une définition très différente de captologie versus publicité ou versus comment on organisait je vais pas citer de marque ou de non, mais c'est de la manipulation séries, mais voilà, tous les enchaînements de séries que l'on voit actuellement, c'est extrêmement organisé de manière à ce que ce soit un reclic qui vienne rapidement après. Mais il y a 30 ans, c'était pareil. Il y avait forcément un petit teasing à la fin de n'importe quelle série qui nous amenait à se dire « Oh, qu'est-ce qui va se passer après ?» Sauf qu'effectivement, là, on est passé sur la société Netflix où vous avez à peine le temps j'en ai cité une quand même, à peine le temps de finir un épisode que le deuxième qui va commencer sur une scène appétissante va vous tomber dessus. Et j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Si vous aviez, parce que je connais pas bien ces addictions-là, si vous avez des choses qui vous semblent importantes dont on n'a pas parlé, et puis savoir aussi quel message donner à des auditeurs qui écouteraient, que ce soit des parents, des proches ou des gens qui sont concernés, déjà d'espoir, de savoir que on s'en sort enfin que c'est possible. Et puis voilà. Enfin, si vous avez des choses à ajouter. Après, le message, c'est revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le fait que, pour moi, le tableau, on va dire, d'addiction aux jeux vidéo, gaming disorder, pour être dans les classifications qui se sont développées au fur des années 2010 et pour être officialisées dans les deux grandes classifications internationales qui font un peu référence, c'est un tableau de joueurs de jeux vidéo qui passent quasiment tout son temps dessus, en tout cas sur des quantités de jeux qui sont massives, avec des conséquences négatives majeures, avec une incapacité de s'arrêter pendant des durées suffisantes. C'est la définition officielle, un petit peu simplifiée, mais c'est la définition officielle. C'est-à-dire que ça fait une croix, entre guillemets, en tout cas ça ne valide pas le jeune homme de 10 ans ou la jeune fille de 10 ans qui scrolle sur Internet à longueur de journée, en tout cas à longueur de mercredi, parce que généralement la journée elle est quand même au collège ou au lycée, selon son âge et tout ça. Ça, c'est pas un tableau qui en soi est une pathologie reconnue. Après, est-ce que c'est une problématique de surutilisation de l'écran et d'accessibilité à l'objet écran qu'on signifiait tout à l'heure, sur laquelle il faut déjà que le parent soit en capacité de se positionner et la société aussi? Oui, ça je pense. Mais on n'est pas à l'heure actuelle, et je ne sais pas si ce serait une bonne chose, parce que ça reste très flottant à cet âge-là, et je veux dire, c'est très dans l'air du temps et très, très, très ubiquitaire. On n'est pas en soi dans une problématique de santé mentale reconnue. Mais du coup, ça nécessite que quand on a une situation comme telle, c'est un peu ce que je disais, ou une situation qui va être frontière à 15 ans, il a raté 2-3 fois le lycée, ils nous ont prévenu qu'il y avait de l'absentéisme, très clairement, on voit bien qu'il est plus au repas familial. Là. Et puis les notes, c'est souvent quand même un indice. Les notes se dégradent, il avait une insertion sportive justement, ou scolaire, ou sur de la musique. Voilà, il faisait de la guitare, il n'en fait plus, enfin des choses dramatiques quand même dans la vie. Et du coup, là, il y a possibilité qu'on s'alerte quand même de la situation, il y a possibilité de consulter. Et du coup, c'est la place. Alors, déjà du médecin traitant, parce qu'il a souvent une lecture du vécu familial général, du développement de l'enfant, des choses comme ça qui peut tout à fait être intéressante. Et puis après, ça va être les maisons des ados qui sont implantées dans globalement chaque département, qui pourront être très très à l'aise sur ce genre de dépistage initialement. Ça peut être les CJC, c'est un des mots-clés dont je voulais vous parler tout à l'heure, qui sont les consultations jeunes consommateurs, qui initialement avaient été construites pour répondre globalement au problème du cannabis, et qui s'ouvrent dans l'ensemble des thématiques addictologiques pour justement être capable de faire ce dépistage et cette orientation. Des fois, c'est des CMP de psychiatrie qui peuvent permettre de faire tiers et un accueil de ces situations-là pour un peu voir les choses. Et puis, la médecine scolaire, des fois, qui existe encore un peu. Ça dépend des situations, mais en tout cas, le message, c'est de pas rester tout seul dans ces moments-là, essayer quand même de recourir à un regard professionnel qui donnera un éclairage particulier sur ces situations. Parce que seul, c'est pas possible aussi de s'en sortir. Faut arrêter de penser qu'on va y arriver. Si ça fait des mois et des années que ça dure, souvent. Voilà, c'est assez moins confortable. Bien évidemment qu'il faut essayer au début, mais aller s'épuiser à remettre, parce que c'est souvent ce qui se passe, les mêmes thématiques ou les mêmes manières de faire, tu joues trop, t'as vu, c'est un scandale, arrête. Et puis finalement, c'est ce message-là qui tourne en boucle pendant plusieurs mois, et on voit que ça n'avance pas. Effectivement, ça n'avancera probablement pas. Et c'est là où il faut s'appuyer sur une autre manière de faire. Et globalement, quand même, dans votre service, est-ce que vous avez de bons résultats? Est-ce que ça se traite bien, cette addiction? Est-ce qu'il y a des enfants qui retrouvent une vie sociale, qui jouent beaucoup moins et qui comprennent que c'est délétère pour eux? Alors,
la compréhension que c'est délétère, souvent c'est clairement présent. C'est pas toujours dit parce que dans une dynamique adolescente, avant de dire ça à ses parents, il y a un peu d'eau qui peut couler sous les ponts, mais de le dire au psychiatre assez rapidement, une fois le premier contact passé, voilà, ils voient bien qu'ils sont dans une situation qui est difficile. Est-ce qu'ils sont capables de faire autrement et de changer la donne et de retrouver un parcours développemental hyper satisfaisant? Oui, souvent, pas toujours. Très clairement, moi j'estime que c'est une problématique qui est souvent très sévère, souvent marquée par des comorbidités psychiatriques, hein, on peut revenir dessus, mais c'est quand même très fréquemment lié. Et du coup, la récupération totale d'un projet de vie complet, il n'est pas toujours présent, ou en tout cas au prix de pas mal d'années. Mais on a vu des situations très très sévères évoluer de manière très positive. Il faut souvent s'armer d'un peu de temps, et c'est là où je plaide pour qu'il y ait des espaces de soins multiples qui puissent se développer autour de cette thématique-là, sur les services d'addictologie notamment, parce que je pense que nous, on a un peu d'expérience et d'habitude autour de ça, et on a quand même là quelques jeunes hommes, ça fait 2-3 cycles, 1 an et demi peut-être, qui sont dans le service 1 ou 2 fois par semaine. C'est normalement notre manière assez soutenue de les accompagner. Ça bouge, mais ça bouge pas vite. Très clairement, on voit bien que on n'est pas dans une évolution qui fait qu'on va très facilement arrêter dans les mois qui viennent en se disant maintenant c'est bon, c'est reparti. Donc c'est très sérieux en fait, c'est très sérieux. Il faut en fait, si on est parent d'un enfant qui a l'air de subir ça, il faut agir vite quand même. Enfin, je veux dire, le plus tôt c'est le mieux. Le plus tôt c'est le mieux. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous 24 ans, et on a souvent, on avait calculé, on avait 4 ans de retard au diagnostic ou à la prise en charge. C'est-à-dire que quand ça fait 4 ans que vous êtes pris dans une conduite qui envahit votre quotidien et qui déstructure les choses, c'est un petit peu difficile de remonter la pente. C'est possible, mais ça met plus de temps. Si il y a que 1 an ou 6 mois, c'est beaucoup plus simple. Et là, les jeunes hommes auxquels je pense là, ça fait quasiment 10 ans qu'ils sont pris par des conduites très envahissantes. Donc effectivement, ça met beaucoup de temps à se mobiliser. Mais on n'a pas de perte de vue importante de ce côté-là. Ceux qui viennent trouvent un intérêt à développer un espace de soins. Écoutez, Bruno, docteur Rocher, je suis ravie de cet entretien. Merci pour votre honnêteté quand même, parce que ça n'a pas l'air très simple à gérer. Vous donnez un peu d'espoir, mais en même temps vous alertez. Et c'est important que les parents, en tout cas, prennent en main ce problème à bras-le-corps, parce que c'est vrai que c'est inquiétant, un enfant qui sort plus. Et puis avant de se quitter, on peut quand même conseiller votre ouvrage. Je vous laisse nous donner les références. Oui, effectivement, on a écrit un livre avec Lucie Gaïdra, qui est médecin sur Nantes, qui s'occupe d'adolescents et qui a travaillé dans le service, notamment avec une thèse autour des parents, sur un guide de bonnes pratiques ou de conduite à destination des parents, qui est très facile à lire. C'est comme ça qu'il a été construit, pour donner des petits trucs de compréhension et d'établissement. Et ça s'appelle « Mon enfant est-il addict aux jeux vidéo ?» C'est chez John Libet. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.